Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne pour ce format audio qui sera consacré à Mémoire de fille d'Annie Ernaux. À vrai dire, je connaissais surtout l'autrice, prix Nobel de littérature 2022, via le livre L'événement qui raconte son avortement et sur lequel vous aurez peut-être, je dis bien peut-être parce qu'avec moi on ne sait jamais, bref, sur lequel vous aurez peut-être un compte-rendu d'ici quelques semaines ou quelques mois. Néanmoins, je n'avais jamais entendu parler de Mémoire de fille avant qu'Amy, de la chaîne Anastasiali, le propose pour son club de lecture. Comme d'habitude, et c'est un aveu de ma part, je suis particulièrement mauvaise pour respecter les timings quand il s'agit de lire. Je suis toujours en retard et j'ai du mal avec les contraintes, même quand je me les impose toute seule, donc c'est pour dire. Pour Mémoire de fille, j'ai donc vu le live qu'Amy propose aux membres de sa chaîne avant de lire le livre. Beaucoup de logique ici, n'est-ce pas ? Cependant, c'est ce live qui m'a donné envie de lire, notamment quand Amy a parlé de la personnalité de celle qui s'appelait Annie Duchesne à l'époque, et j'ai été curieuse de la découvrir. Donc je me suis emparée du livre et j'ai commencé sa lecture sans plus tarder. C'est ce livre d'ailleurs qui m'a motivée à reprendre ma chaîne littéraire, tellement il m'a émue et tellement j'ai retrouvé entre les lignes de l'écrivaine l'adolescente que j'ai été. Autant vous dire tout de suite que ça a été terrible, une sorte de claque et de révélation en même temps. Pour revenir sur le livre en lui-même, il aborde beaucoup de thèmes que je n'évoquerai pas ici puisque j'entends me consacrer sur la relation qu'Annie a tissée avec Ash, le moniteur-chef de la colonie, et ses conséquences. Le livre présente bien d'autres aspects intéressants, comme les violences et le harcèlement qu'Annie, le personnage, subit de la part de ses co-moniteurs et monitrices à la colonie, ou encore le rapport qu'Annie Ernaux, l'autrice cette fois, entretient avec l'écriture, qui personnellement m'a beaucoup plu étant donné que j'écris moi-même depuis longtemps et que c'est toujours intéressant d'avoir des points de vue sur la question. Dans cet audio, je vais me concentrer sur les rapports qui se tissent entre Annie et Ash à la colonie et la semaine prochaine, vous aurez un deuxième audio consacré aux conséquences que cette rencontre va avoir dans la vie d'Annie. Petite précision avant de commencer, je vais parler du livre en détail et le citer. Alors si vous ne l'avez pas lu et que vous ne voulez pas être spoilé, je vous invite à vous arrêter là. Commençons donc notre exploration. Tout d'abord, il faut savoir que le livre a été écrit 50 ans après les faits qui, eux, se sont produits en 1958. Annie Ernaux était alors Annie Duchesne, jeune fille d'un milieu populaire, s'aventurant pour la première fois loin de ses parents. Elle a 17 ans, presque 18, et a été acceptée en tant que monitrice dans une colonie de vacances. Elle se décrit comme une grande lectrice, vivant des aventures bien plus dans les livres que dans la réalité, première de sa classe et avide lors de cet été de relations amoureuses. En gros, les hormones la travaillent. 3 jours après son arrivée à la colonie, elle est approchée par Ash, le moniteur-chef, à une fête. Ash a 22 ans. Elle le décrit comme grand, blond, baraqué, avec un peu de ventre. Il y a d'ailleurs une citation très intéressante à la page 45 le concernant, qui est celle-ci. Pour elle, donc Annie, ce n'est pas un garçon, c'est un homme fait, plus en raison de sa fonction que de son âge. C'est intéressant parce que Ash a une fonction de moniteur-chef qui est supérieure à la sienne. Par cette fonction, il a de l'autorité sur elle et je pense que ça a joué dans la suite de ses aventures avec lui. Elle a 17 ans, il en a 22, la différence d'âge n'est pas énorme, mais il a un statut supérieur au sien. Et encore une fois, c'est la première fois qu'elle quitte ses parents et elle ne connaît pas grand-chose à la vie et aux garçons. Lors de cette fête, Annie sent le regard de Ash sur elle. Elle en est émoustillée, parce qu'elle n'a pas l'habitude d'être regardée ainsi par les hommes. En fait, pour être honnête, quand j'ai lu ce passage, ça m'a fait penser à mes premières années d'adolescence, où je me sentais spéciale lorsque les hommes dans la rue, qui étaient souvent adultes, me regardaient. Moi j'avais une 12aine d'années à peu près. À l'époque, ça ne me choquait pas, ça nourrissait même mon ego. Alors bon, en grandissant, j'ai changé de point de vue. Clairement, maintenant, les quarantenaires qui matent les fesses des ados et qui profitent de leur crédulité, ça me dégoûte, quoi. Enfin, vraiment. Mais à l'époque, ça me confortait vraiment, vraiment dans mon orgueil. Je me sentais valorisée. Donc, je sais pas si ça parle à des personnes qui écoutent, mais à l'époque, c'était mon ressenti. Donc, le texte nous apprend ensuite que, après avoir rejoint Annie pour danser avec elle, Ash, je cite, l'attire violemment contre son torse et écrase sa bouche sur la sienne. Il a éteint au préalable la lumière, donc ça se passe dans le noir. Ici, on a des mots qui sont violents. Il l'attire violemment, il écrase sa bouche contre la sienne, mais pourtant, Annie ressent un affolement délicieux. C'est en bas de la page 45 si vous avez la même édition que moi. Donc pour moi, elle a clairement une bouffée d'adrénaline. Sa petite vie calme est en train de se transformer et elle perd le contrôle sous les initiatives de Ash.
Après, tout va très vite et le long de la page 46, on a une manifestation du désir de H pour Annie et du fait qu'il ne prenne pas de gants avec elle. Donc par exemple, Annie Ernaux écrit « Près du réfectoire, devant le parc obscur, il la plaque contre le mur et se frotte contre elle. Elle sent son sexe contre son ventre au travers du jean. Il va trop vite, elle n'est pas prête pour tant de rapidité, de fougue, elle ne ressent rien. » Ils vont ensuite dans la chambre d'Annie où H continue sur sa lancée, même après qu'elle ait objecté qu'elle est vierge. Et donc sous-entendu qu'elle n'y connaît rien. Personnellement, en lisant ça, je me suis dit que H aurait dû s'arrêter, prendre le temps d'expliquer les choses et de s'assurer qu'Annie avait envie de les faire. Parce que comme elle l'écrit, la suite se déroule comme un film X où la partenaire de l'homme est à contretemps, ne sait pas quoi faire parce qu'elle ne connaît pas la suite. Lui seul en est le maître. Et donc, même si Annie éprouve du désir pour H, selon moi, elle peut difficilement consentir à quelque chose qu'elle ne maîtrise pas. Ma comparaison va être un peu simpliste, mais j'ai l'impression quand même qu'en matière de sexualité, les premières fois, surtout avec quelqu'un de plus expérimenté et de pressé, sont semblables au fait d'être poussé dans l'eau sans savoir nager. On bat des bras dans l'espoir de ne pas couler, mais ce n'est absolument ni souhaitable ni maîtrisé. Ici, de mon point de vue, comme Annie ne sait ni quoi faire ni comment, comme elle ne sait pas ce qu'il va se passer, elle est dans un état passif où elle subit plus qu'autre chose les événements. D'ailleurs, le texte rajoute « Elle voudrait être ailleurs, mais elle ne part pas. Elle a froid. Elle pourrait se lever, rallumer, lui dire de se rhabiller et de s'en aller, ou elle se rhabiller, le planter là et retourner à la surpatte. Elle aurait pu. Je sais que l'idée ne lui est pas venue. C'est comme s'il était trop tard pour revenir en arrière, que les choses doivent suivre leur cours, qu'elle n'ait pas le droit d'abandonner cet homme dans cet état qu'elle déclenche en lui, avec ce désir furieux qu'il a d'elle. Elle ne peut pas imaginer qu'il ne l'ait pas choisi, élu, entre toutes les autres. » Donc ici, en lisant ça, ça m'a fait penser aux personnes qui, quand elles se font payer un verre, ont du mal ensuite à dire non. Là, elle remarque son désir, donc celui de H, et pour elle, il est inconcevable de le laisser en plan, comme si l'état de cet homme était de son fait et qu'elle avait une responsabilité là-dedans. Une responsabilité qui l'obligeait à rester là, dans une sorte d'état agentique, et à faire tout ce qu'il voulait. Ensuite, Annie Ernaux écrit du présent « Je suis incapable de trouver dans ma mémoire un sentiment quelconque, encore moins une pensée. La fille sur le lit assiste à ce qui lui arrive et qu'elle n'aurait jamais imaginé vivre une heure avant. C'est tout. » Et là, je me demande s'il n'y a pas de la dissociation. Annie qui serait déconnectée d'elle-même, spectatrice de ce que H lui fait, comme ce qu'éprouvent parfois les victimes d'agression. Surtout que H n'est pas tendre avec elle. Outre le fait qu'il mène la relation en maître absolu, lorsqu'il essaye de la pénétrer sans y parvenir et qu'elle crie, il lui rétorque « J'aimerais mieux que tu jouisses plutôt que tu gueules ». Charmant, n'est-ce pas? Enfin vraiment, pour une première expérience sexuelle, on va dire qu'il y a mieux que de tomber sur un H, quoi. Enfin bref. Et pour aller dans le sens d'une forme d'état agentique dans lequel serait entrée Annie, il y a cet autre passage, toujours sur la même soirée. Elle a abdiqué toute volonté. Elle est entièrement dans la sienne, dans son expérience d'homme. Donc lui est l'autorité et elle obéit. L'autrice ajoute « À aucun moment elle ne sera dans sa pensée à lui. Encore aujourd'hui, celle-ci est pour moi une énigme. » Et j'avoue que moi non plus. Je ne sais pas ce qui se passe dans la tête de H, qui veut probablement juste tirer son coup, et qui n'est probablement doté d'aucune espèce d'empathie, qui aurait pu lui permettre d'avoir un comportement décent, comme on le verra par la suite. À la fin de cette soirée, ils vont parler ensemble, et là, H, tranquillou bilou, va lui révéler qu'il est professeur de gym dans un collège à Rouen, donc rien de particulier pour l'instant, et qu'il est fiancé. Et elle, ça ne la choque pas. Et ça me fait vraiment m'interroger sur pourquoi, au juste, est-ce que ça ne la choque pas? Est-ce parce que ça ne la dérange foncièrement pas, donc que H ait une fiancée et qu'il s'amuse avec elle? Ou est-ce parce que, comme H s'intéresse à elle au détriment de sa fiancée, elle en ressent un sentiment de supériorité, du style « je suis mieux que l'autre, je suis l'élu, elle ne compte pas vraiment pour lui alors que moi oui ». Personnellement, je penche plutôt pour cette solution, mais bon, ça reste un mystère finalement. Donc voilà pour la première nuit qu'ils vont partager. Il y en aura une deuxième qui sera la dernière. Entre les deux, ils vont se croiser à plusieurs reprises et je pense, mais ce n'est que mon avis, que les conséquences de sa relation avec H se nourriront bien plus des moments où il va mal se comporter avec elle hors sexualité plutôt que de leur relation sexuelle en elle-même. Il y a ce passage que je trouve particulièrement violent à son égard. Donc elle revient d'une fête avec d'autres moniteurs et voit H.
Je cite, « Au travers de ses cheveux mouillés, elle l'aperçoit, H, massif, immobile à la porte de sa chambre, observant et souriant avec une indulgence d'aîné responsable devant des momeries de lycéens. » Donc là, on a encore des indications sur le fait que H a de l'autorité sur les autres moniteurs, une supériorité conférée par son statut. Annie Ernaux rajoute « Il me serait facile aujourd'hui de supposer que, déjà au courant de tout, donc de sa nuit avec H, le groupe est projeté de me conduire jusqu'à sa chambre par jeu. Drôle de jeu, mais ok, voilà, pourquoi pas. Bref, elle continue. Elle commet sa seconde maladresse de la soirée. Pour info, la première, c'était d'avoir comparé H avec un autre garçon en disant qu'à part le dit garçon, H est le mieux foutu de la colonie. Et ça a blessé les goûts de H. Bref, je reprends. Elle se détache du groupe, crie son nom, l'appelle au secours en riant, lui répétant ce qu'on a dit d'elle, qu'elle ressemble à Juliette Gréco. C'est naturel pour elle de chercher refuge auprès de lui à cause de la nuit d'avant, de leur nudité. Elle va pour se jeter dans ses bras. Il les garde le long de son corps. Il continue de sourire sans rien dire. Il se détourne et rentre dans sa chambre. Note de l'autrice, il pensait sans doute de plus en plus que cette fille était une idiote, qu'il n'allait pas s'encombrer d'elle, une imbécile qui se prend pour Juliette Gréco. Honnêtement, j'ai des personnages cruels dans mes écrits, à des degrés différents. Mais si j'avais à jouer un jeune adulte qui aurait voulu être cruel, je pense que j'aurais pu écrire quelque chose comme ça. Parce que là, H, malgré leur proximité de la nuit d'avant, il ne dit rien, il ne la serre pas dans ses bras, et il se détourne d'elle sans aucune explication. Et Annie Ernaux rajoute « Je regarde donc la fille qui a été moi, regardant lui tourner le dos, devant tous, l'homme avec qui elle a été nue pour la première fois, qui a joui d'elle toute la nuit. Il n'y a pas de pensée en elle, elle n'est que mémoire de leurs deux corps, de leurs gestes, de ce qui a été accompli, qu'elle l'ait voulu ou non. Elle est dans l'affolement de la perte, de l'injustifiable abandon. » Et là, je trouve qu'il y a une réelle violence, couplée à l'humiliation du rejet qu'elle subit devant tout le monde. Elle s'est donnée à H corps et âme, et lui, il la jette comme un mouchoir. Il y a un autre passage terrible dans cette interlude entre les deux nuits. Annie, après avoir batifolé avec d'autres garçons, essaye de retourner vers H, qui lui oppose, je cite, un refus cinglant, outragé, au motif qu'elle est allée avec les 10 garçons. Et c'est assez drôle parce que H, de son côté, couche avec Catherine. Alors Catherine, c'est une institutrice blonde qui aura un grand poids dans la vie d'Annie par la suite, comme on le verra la semaine prochaine. Donc en gros, lui peut faire ce qu'il veut, mais elle non. On est dans la logique pure et dure, là, c'est fou. Mais ce qu'il y a d'horrible dans ce passage, c'est la suite. Lorsqu'Annie Ernaux écrit « Elle veut qu'il fasse les gestes, tous les gestes qui signifient son désir d'elle. Elle veut qu'il prenne plaisir d'elle, qu'il s'épuise de plaisir sur elle. Elle n'en attend aucun pour elle. » Donc H avant tout, hein. Elle rajoute « Elle ne renonce pas à lui, elle attend seulement qu'il veuille d'elle un soir, par caprice, par lassitude de la blonde, par pitié, peu importe. Son besoin de lui, de le laisser maître de son corps, la rend étrangère à tout sentiment de dignité. » Et en lisant ça, j'ai pensé à cette chanson-là qui est chantée par Jacques Brel, à savoir « Ne me quitte pas ». Le protagoniste, par désespoir, va jusqu'à dire « Ne me quitte pas, je ne vais plus pleurer, je ne vais plus parler, je me cacherai là, à te regarder, danser et sourire, et à t'écouter, chanter et puis rire. Laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. » En fait, je trouve qu'on est dans le même degré de négation de soi au profit de quelqu'un d'autre, et qui plus est, de quelqu'un d'autre qui se fout totalement de nous. La relation qu'entretient Annie avec H est totalement déséquilibrée au profit de H. Annie ne respire plus que par H, alors que H n'a que faire d'Annie. Elle n'est qu'une récréation qui a pour seul pouvoir de blesser son ego masculin de temps en temps, lorsqu'elle le compare à d'autres, ou lorsqu'elle prend la liberté de flirter avec d'autres, comme si, dans ces rares moments, il perdait l'emprise qu'il a sur elle et que ça lui était insupportable. Après 3 semaines dans la colonie, va se dérouler la dernière nuit d'Annie avec H. Pour situer, c'est la dernière nuit de H sur place. Ils sont à une soirée, comme la première fois, et la danse les réunit. Les lumières sont éteintes et Annie, je cite, se retrouve dans les bras de H, qui soulève aussitôt sa robe et passe brutalement sa main dans sa culotte.
Il a un peu chaud aux fesses, H quoi. L'autrice écrit: c'est le bonheur fou, le ravagement inouï d'un geste attendu depuis la première nuit, depuis 3 semaines. Il n'y a en elle aucun sentiment d'avilissement, aucune place pour rien d'autre que le désir brut, simple, chimiquement pur, aussi forcené que celui du viol, celui d'être dévirginisé et possédé par lui, H. Déjà, c'est très fort et très parlant, je trouve, au niveau du choix des mots. Ensuite, il lui dit, entre-tiret, demande ou ordre, point d'interrogation, donc l'autrice s'interroge. Donc il lui dit de venir la rejoindre dans sa chambre. Tout va dans le sens de son désir, tout est voulu en connaissance de cause, nuit choisie contre nuit subie 3 semaines plus tôt. En fait, je m'interroge encore sur le désir réel d'Annie à ce moment-là. Le comportement de H me fait penser à ces coachs en séduction qui conseillent aux hommes de souffler le chaud et le froid avec les femmes pour les rendre accros. Dans les faits, je pense que ça marche avec certaines. N'empêche que ce type de comportement est hautement toxique parce qu'il crée une instabilité psychologique chez la personne qui le subit et qui, parfois, n'a pas les armes pour s'en rendre compte. Et dans ce cas de figure-là, je me demande si ce n'est pas le cas d'Annie, attachée à H, blessée par ses rejets, le fantasmant, souhaitant être digne de lui, comme si sa valeur à elle ne passait que par ses yeux. Le fait qu'il accepte enfin, ça lui prouve qu'elle est digne, ça lui prouve qu'elle vaut quelque chose, ça lui prouve que cet homme, qui est moniteur-chef, qui a un statut supérieur, la valide. Alors que clairement, de tous les éléments qu'on peut lire, H est vraiment un bouffon égocentrique qui se sert d'elle et qui jouit peut-être de la savoir si soumise et si offerte. À moins qu'il soit idiot et ne prenne pas la mesure de ses actions. Mais bon. Après peut-être, parce qu'il lui sort quand même que les femmes ne jouissent souvent qu'après leur premier accouchement. En fait, là, il essaie de justifier le fait qu'elles ne prennent pas du tout de plaisir avec lui, quoi. Bref. Il n'y a toujours pas eu de pénétration sexuelle génitale, et après qu'il ait joui, encore une fois, tranquillou bilou, il lui montre la photo de sa fiancée, une fille brune et souriante, en lui disant texto « Il n'y en a qu'une que j'aime, c'est elle, ma fiancée ». Il rajoute qu'elle est vierge et qu'il est toujours tombé amoureux des filles qu'il a dépucelées. Et là, je rejoins ma théorie précédente. Soit H est un bouffon, soit c'est un idiot. Parce que qui, à part un abruti ou un bouffon, se permettrait ce genre de commentaire avec une fille aussi attachée à lui qu'Annie ? Et elle, je cite, elle comprend qu'elle n'est pas une vierge dont il puisse être amoureux, ou alors qu'il est content, tout compte fait, de ne pas être arrivé à la dépuceler. En fait, le commentaire de H est subi comme une réelle violence par elle, mais paradoxalement, je pense que ça renforce son désir d'être validée par lui, d'être digne de lui, de faire mieux, parce qu'elle n'est pas assez à ses yeux. Après lui avoir promis qu'il viendrait la voir à l'aube, ils se séparent. Annie n'arrive pas à dormir parce qu'elle veut absolument être réveillée lorsque H viendra la voir au matin et trouve des traces de sang dans sa culotte. Elle décide qu'elle n'est plus vierge et commence à fantasmer H et la relation qu'elle a avec lui. Annie Ernaux écrit ensuite, à l'aube, comme il ne vient pas, qui s'en doutait, levez la main, moi, bref, à l'aube, comme il ne vient pas, elle va cogner à sa porte. C'est le silence. Elle pense qu'il dort encore. Elle y retourne plusieurs fois, et entre parenthèses, il y a marqué « j'ai oublié le nombre ». Là, ça prouve clairement l'emprise, selon moi. Une fille qui, au lieu de dormir, fait des allers-retours entre sa chambre et celle du garçon qu'il a déjà partiellement oublié, ça pue l'emprise, clairement. Je continue. La dernière, après avoir frappé, elle a essayé d'ouvrir. Le verrou était mis. Elle a regardé par le trou de la serrure. Il était juste dans son champ, de dos, en pyjama, en train de s'étirer. Il n'a pas ouvert. Donc là, j'ai abandonné définitivement la thèse du débile. On est clairement sur un bouffon. Donc Annie ajoute, même si, comme je le crois, elle a été effleurée par le soupçon qu'il lui avait promis de venir lui dire au revoir pour se débarrasser d'elle, très courageux au passage, aucun des signes objectifs de la réalité, la fiancée, la promesse non tenue, l'absence de rendez-vous à Rouen, ne fait le poids devant le roman qui s'est écrit tout seul en une nuit. Roman, mais pas que, qui aura de lourdes conséquences sur la vie d'Annie, comme nous le verrons la semaine prochaine. Merci de m'avoir écouté, n'hésitez pas à commenter avec vos impressions sur le livre, et je vous dis à plus tard, ciao!